Bonjour à tous et à toutes, merci de votre présence. On attendait un petit peu que les gens aient le temps d'arriver. Donc 9h10, on va pouvoir commencer notre réunion. Donc réunion d'information sur 5 sujets principalement que l'on va décliner les uns après les autres. Le premier, ce sera sur le cœur de village. Le deuxième sujet, ce sera sur l'église. Vous allez voir que c'est assez lourd et assez problématique. On fera une explication sur le terrain de foot et sur le timing de la réalisation. On fera un point sur la zone de Noéfort, puisqu'il y a des petites choses qui bougent dessus, et surtout des lois écologiques qui ont eu des conséquences sur son développement. On vous présentera ça. Et on finira la présentation par les plans et sur du centre de loisirs maternel à Vivaldi, qui va être entamé alors soit en 2023, soit en 2024. Un gros projet de construction qui va s'étaler au moins sur 2 ans, en particulier pour les financements, puisque c'est des financements qui sont étalés sur plusieurs partenaires et sur plusieurs années. Alors, je vous propose qu'on commence la réunion. Donc, on va décliner l'ensemble des sujets, et puis en fin de réunion, j'espère qu'on aura encore un petit peu de temps, on pourra éventuellement échanger les uns les autres et répondre à d'éventuelles questions si on n'y a pas répondu avant, dans les explications on va tenter de vous donner avec les adjoints ici présents, que je ne présente pas, hein, que vous connaissez. Donc il y a le scolaire, les finances, l'urbain, le social, la culture et les associations, donc à peu près tous les sujets dont on va parler ce matin. Alors, on va attaquer donc le premier point sur le cœur de village. Alors, on va faire un bref rappel un petit peu de l'historique, puisque vous savez que en fait, quand notre équipe a été élue en 2008, entre 2008 et 2014, il a été effectué une étude avec l'organisme qui s'appelait à l'époque l'AFTRP, qui est un organisme semi-public et qui avait pour but, qui s'appelle aujourd'hui Grand Paris Aménagement, ça parle peut-être un petit peu plus aux oreilles ce nom-là, qui avait pour but d'analyser la capacité de notre commune à se développer, puisqu'on savait pertinemment qu'à un moment ou un autre, il y aurait du développement, alors du développement commercial, économique, habitat, etc. Donc l'idée, c'était de ne pas subir ce qui s'était passé pendant les années précédentes, alors qui n'était pas forcément, hein, on va être très clair, qui n'était pas forcément de la faute des équipes en place, hein, qui était simplement dû à un développement de notre secteur qui est exponentiel depuis des années. Puisque je vais rappeler que sur les années 80, quand on sort les chiffres et quand on regarde les chiffres, il y a eu parfois des progressions en nombre d'habitants au-delà de 50%. La pire, je crois, ça a été 67% à une époque. Rappelez-vous, hein, la commune est passée dans les années 60 de 350 habitants à pratiquement 4000 en même pas 20 ans. L'augmentation de population est excessivement exponentielle. Donc effectivement, quand on avait été, nous, élus en 2008, on avait eu le lotissement, comment il s'appelle non, pas le Thierry. Les Tisors, voilà. Les Tisors qui étaient sortis de terre en une seule phase, et on sait pertinemment que un peu plus de 100 pavillons et des gros pavillons, c'était pour voyeurs d'enfants, donc il y avait eu 6 classes d'ouvertes en peu de temps, alors qu'on avait assumé, hein, voilà, on avait fait ce qu'il fallait, la commune était capable de le faire, mais au lieu de le faire et de le programmer intelligemment dans le temps, elle avait dû le subir. Donc l'idée, c'était de revenir à une progression que l'on pouvait à la fois maîtriser, enfin anticiper et maîtriser au maximum de ce qu'une collectivité peut faire, puisqu'elle n'a pas forcément non plus toutes les armes pour pouvoir limiter dans le temps les choses. Donc cette étude nous avait, à la fin 2014, nous avait conduit à cette analyse qui était de dire, bon ben, c'était déjà marqué dans l'ancien PLU qu'il fallait diversifier l'habitat, parce qu'on était à 98 ou 99% pavillonnaire. Donc dans le développement logique, on avait un certain nombre de populations qui ne pouvaient pas se loger sur la commune. Les anciens, alors j'allais dire en fin de vie, non, enfin en 3e ou 4e âge, souvent seuls, dans des gros pavillons avec lesquels ils avaient une grande difficulté à entretenir. Nos jeunes qui voulaient s'émanciper, partir de chez papa-maman, et pour lesquels c'était compliqué, etc., etc. Enfin, tout un panel de populations
qui était obligée de partir de la commune parce qu'elle n'avait pas la typologie de logement qui l'intéressait sur la commune. Voilà. Alors, donc cette analyse faite là, on a vu avec un certain nombre de propriétaires terriens, en particulier sur le centre-ville, puisqu'on avait cette chance-là par rapport à d'autres communes qui sont urbanisées et qui doivent parfois raser une partie de centre-ville pour le développer. On s'est retrouvé dans une situation où il fallait analyser assez rapidement la volonté de propriétaire de vendre, la volonté de promoteur de construire et notre capacité à nous à accueillir les gens dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un phasage de prévu sur le centre-ville qu'on va vous présenter aujourd'hui, où il y a eu pour l'instant une phase qui a été réalisée, et puis on est sur la suite petit à petit. Donc vous voyez quand même que le timing est excessivement long, puisque l'étude a duré de 2008 à, alors pas tout à fait 2014, 2013, elle avait duré 4 ans, 4 ans et demi. La réunion qu'on avait eue, où ils avaient présenté leurs résultats, réunion publique d'ailleurs à l'époque déjà, c'était fin 2013. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est plus de 10 ans plus tard et on a seulement une phase sur les 5 ou 6 phases complètes qui sont sorties. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la possibilité d'accueillir des milliers et des milliers de personnes dans ce timing-là, en particulier, on va en reparler tout à l'heure, vous le verrez, dans les écoles et dans les infrastructures de la commune. On a été donc dans la réflexion contraint avec plusieurs choses. Il y a un certain nombre de dispositifs de l'État qui viennent se greffer sur ce développement, en particulier alors en ce qui concerne le logement social, mais pas que, puisqu'il y a dans le développement du cœur de village, il y a à peu près pour moitié du logement social et pour moitié du logement en acquisition. Donc tout ce qui est en matière d'acquisition, c'est absolument pas régi par des lois, c'est juste régi par la loi du marché, en fait. Le promoteur construit s'il a des clients pour acheter, point la ligne. On a en plus de ça, nous, un inconvénient par rapport à d'autres villes dans le secteur, c'est que sur les différents dispositifs d'aide à acheter pour les investisseurs, donc je parle des Pinel, du Flow et autres dispositifs comme ça, on n'est pas catégorisé, on n'est pas dans les catégories qui permettent ce type de financement. Donc on n'est pas, entre guillemets, je vais utiliser un mot un peu sympa, on n'est pas sexy pour un certain nombre d'investisseurs parce qu'ils n'en tirent aucun bénéfice, en fait, tout simplement. C'est des placements, certes, mais ils n'en tirent pas de bénéfice. C'est d'ailleurs pour ça que dans la première phase du centre-ville, ce qui a été acheté, il y a très peu d'investisseurs. Il y en a quelques-uns, des gens qui ont acheté pour mettre en location, mais il y a beaucoup de gens qui ont acheté pour y habiter, tout simplement. Donc, sur la partie logement privé, il n'y a pas de règles qui régissent les choses. Pour le logement social, on en vient au fameux dispositif que l'État a créé, en particulier la loi SRU. Alors, je vais essayer d'être précis parce que il circule un peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, donc on va recadrer correctement les choses, même parfois les sous-préfets sont peu précis dans ce qu'ils disent. Et on va vous le prouver. Donc, la loi SRU vous dit que les communes de plus de 3500 habitants, ce qui est notre cas, et de 1500 habitants dans l'agglomération parisienne. Donc ça veut dire que, comme on est dans l'agglomération parisienne, c'est à partir de 1500 que la loi SRU s'applique. Appartenant à des agglomérations ou des intercommunalités de 50 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus notre cas. Ça, c'est parfaitement vrai. Ça l'a été de 2013, du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016. Et c'est là le côté perverse de la chose. C'est que, en temps normal, les différentes lois qui ont été faites, les différentes lois de restructuration des intercos, etc., ont obligé les gens à s'agglomérer ensemble. Je vais prendre un exemple simple. Quand on était à CCPMF, on était 12 ou 14 Tyriens, là sur la première nature. 12, je crois. Oui, c'est ça, 12. CCPMF à 12, il est arrivé la loi de renouvellement urbain, on a été obligé d'agglomérer et de construire des intercommunalités, puisque plus aucune commune ne pouvait être, ce qu'on disait, isolée. Prendre la commune, par exemple, d'Annette-sur-Marne, elle appartenait pas à une interco, elle était toute seule. La loi l'obligeait à rejoindre une interco.
et à déléguer un certain nombre de compétences. Que vous savez que l'interco a des compétences qui sont obligatoires. Par exemple, l'eau, l'assainissement, ce sont des compétences obligatoires. Après, on peut leur donner d'autres conséquences. Nous, chez nous, on a donné la très petite enfance, on a donné le développement économique, on a bon, voilà, un certain nombre de choses, mais ça fonctionne comme ça. Donc, sur ce regroupement, on s'est retrouvé à 34 dans un premier temps et à 37 pour faire une communauté d'agglo à un peu plus de 120 000 habitants, avec la ville de Mitry qui était dedans, qui faisait 23 000 et quelques. Donc on était bien dans la configuration, 50 000 habitants, plus de 50 000 habitants et au moins une commune de 15 000. Donc on était soumis à la loi SRU. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque pendant plusieurs années, on a payé les pénalités. À l'époque, j'avais d'ailleurs saisi le préfet en lui disant « Mais attendez, c'est une décision arbitraire que l'on n'a pas vu arriver, qui est arrivée quasiment du jour au lendemain, et dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013, il aurait construit un peu plus de 400 logements sociaux pour être en conformité avec la loi. C'est pas possible. Voilà. Donc, ça nécessite tout simplement de réfléchir à une anticipation des choses, parce que il est bien évident que c'est absolument pas dans l'air du temps de rester à 20 communes et à 23 000 habitants comme on l'est aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi on est dans cette configuration-là, avec le Pays de Meaux à 120 000 et la Carpef à 350 000. Sachant qu'on est déjà dans des dispositifs de travail avec ces deux intercos-là, pour probablement, un jour ou l'autre, faire une interco choisie à 500 000 pour essayer de peser un petit peu sur les intercos du 93 qui ont la main mise sur Roissy, donc ce serait dans notre intérêt. Ce sera contraint ou choisi, suivant que la loi arrive plus vite que nos temps de travail, mais quid de la situation, ce sera comme ça à un moment ou à un autre. Donc, il est vrai de dire aujourd'hui, on n'y est plus soumis au jour d'aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à partir du moment où on y a été soumis et où on a été contraint de le lancer, une fois que vous avez lancé ces choses-là, vous ne pouvez pas les arrêter du jour au lendemain. Donc, on est aussi dans un dispositif où, une fois que vous avez un promoteur qui a fait des promesses de vente sur des terrains à un propriétaire terrien qui vend, si vous l'empêchez de construire, il vous attaque en justice et il gagne. Voilà. Ça, c'est une des choses. Mais c'est venu compléter, et c'est là où c'est intéressant quand même, quand je disais qu'il n'était pas complètement précis, c'est que notre sous-préfet a quand même dit quelque chose dans la fin de son courrier, celui que vous avez eu dans les tracts qui ont été distribués cette semaine. La dernière phrase est très importante, parce que vous allez voir pourquoi. Il met pour autant, la commune est identifiée parmi les secteurs préférentiels pour le développement du logement social au regard de la tension et des demandes de logement social et des offres de services du territoire. Parce qu'il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que la municipalité, en général, pas que le maire, il n'a pas tout pouvoir. Il y a des documents, ce qu'on appelle supracommunaux, qui viennent s'imposer à un document comme le PLU, par exemple, qui effectivement est choisi en grande partie par la municipalité, mais qui, au moment d'être validé, passe devant tout un tas de commissions, les chambres d'agriculture, la DDT, etc., et qui est soumis à des choses comme le SDRIF, par exemple. Le SDRIF, c'est le schéma de développement de la région Île-de-France, qui sont des schémas prévus par tranche de 10 ans, et qui vous expliquent que, à proximité de l'aéroport, qui est un bassin d'emploi identifié, toutes les communes qui sont dans le PGE, dans le PGS et dans le PEB, donc le PGS c'est plan de gêne sonore et PEB c'est plan d'exposition au bruit, qui sont en fait les communes qui sont dans les axes des pistes, qui n'est pas notre cas, et qui elles ne peuvent pas construire parce qu'elles sont contraintes par des règles de l'aviation civile qui, pour la protection des populations et la santé publique, ne peuvent pas construire. Vous avez d'autres endroits, et malheureusement on en fait partie, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, qui, elles, peuvent le faire. Donc c'est des endroits qui sont identifiés dans ces documents supracommunaux sur lesquels vous ne pouvez absolument pas vous dérober. Ça c'est une deuxième chose, et il vient se rajouter un autre dispositif, c'est qu'en janvier 2017, la loi Égalité et Citoyenneté, qui est donc venue après la loi SRU, a révisé les conditions d'exemption des communes du dispositif SRU pour permettre le recentrage de l'application des obligations SRU sur les territoires sur lesquels la demande de logement social est avérée, tout particulièrement sur les territoires agglomérés, donc dans les territoires très urbanisés, ou à défaut, bien connectés au bassin de vie et au bassin d'emploi. Et c'est là où c'est bien plus perverse, parce qu'en fait, on vous dit derrière, un décret sera pris par le ministre en charge du logement en début de chaque période triennale,
Donc il y a eu une période 2017-2019, une période 2020-2022 où à chaque fois on a échappé au fait d'être dans cette liste, mais il y a une période 2023-2025 qui arrive et rien ne nous dit qu'on ne risque pas d'être dans cette liste-là et auquel cas il faut les produire en 3 ans. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui viennent s'additionner. Alors, pourquoi c'est plus pervers ça? Parce qu'au moins avec l'article 55 de la loi SRU, c'est vous y êtes confronté ou vous y êtes pas confronté. C'est clair, net et c'est précis. On sait si on doit faire ou si on ne doit pas faire. Après, c'est de l'anticipation ou pas, mais au moins c'est clair. Là, avec ce truc-là, ben, on peut très bien être soumis ou ne pas être soumis. On n'en sait rien. Et si on est soumis, ben, ça a des conséquences dont on parlait tout à l'heure en matière de pénalité et de production de logements. Donc je vais faire un parallèle un petit peu général. La difficulté qu'on a et ce qu'on reproche très justement à nos politiques aujourd'hui, ça je le partage complètement, c'est de ne pas avoir de vision à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont dans la gestion électoraliste pour être réélu, une fois, 2 fois, après une fois qu'on est réélu une fois, quand on est président, on ne peut pas être réélu derrière, donc on en a un peu rien à fiche de comment ça se passe, mais on n'a aucune vision à très long terme. Sans prendre parti et sans dire quoi que ce soit, on va prendre l'exemple des retraites, par exemple. L'exemple des retraites, on savait pertinemment depuis 20 ans qu'il y aurait un problème à un moment ou à un autre, il suffit de savoir lire une pyramide des âges. C'est d'une simplicité extrême. On apprend ça à l'école, en cours d'histoire, en 6e ou en 5e, je crois, la pyramide des âges. Bon, donc c'est quand même assez facile d'essayer d'avoir une vision à 20 ans ou à 30 ans, sauf que de toute façon, on sait pertinemment que ceux qui sont en poste aujourd'hui, c'est pas ceux qui seront là dans 30 ans. Donc on ne règle pas les choses, on n'anticipe pas les choses et on ne fait pas ce qu'il faut pour que, dans l'avenir, les choses se passent sereinement et tranquillement. Voilà, une petite parenthèse pour vous dire que y a un réel intérêt, même au niveau d'une commune comme la nôtre, d'essayer d'avoir, on ne prétend pas être devin de savoir ce qui va se passer, hein, on est bien d'accord, mais d'essayer d'anticiper un tout petit peu et d'essayer d'avoir une vision qui nous permet de dire, ben voilà, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, la commune ressemblera à ci ou à ça. Voilà, voilà pour un petit peu l'historique et comment on pouvait recadrer ça. On va vous présenter aujourd'hui, alors on va avancer un petit peu, voilà, vue d'ensemble. Alors, vas-y, tu peux mettre la vue d'ensemble, Charlotte. Alors, je vais aller devant pour vous montrer comment c'est. Donc, ça, vous avez tous vu, c'est la grande rue, avec au bout la place de la mairie, et de l'autre côté, le centre commercial des sources. Okay, le point remarquable, c'est, hop, ici c'est la rue qui part là, c'est la rue de Maisonneuve. Okay, donc, en bleu ciel, la partie où vous avez marqué commerce, là, en bleu ciel, cette partie-là, c'est la première phase du centre du bâtiment, avec derrière les pavillons qui ont été construits. Okay, tout le monde visualise bien. Donc, la phase qui arrive maintenant, la phase 2, ça va être le bloc vert qui est situé devant, cette partie-là, le bloc rouge qui va s'appeler Chopin, qui est ici, devant la mairie, okay, et derrière la résidence Le Hameau. C'est ce qui est derrière. La partie jaune et la partie rouge là-bas, ce sera dans une 3e par la suite. Hein, puisque, comme on explique bien, qu'on cadence les choses de façon à pouvoir les accepter les unes après les autres. Ce qui est important dans ces choses-là, pour les équipements communaux particulièrement, c'est la typologie des bâtiments. Parce que vous n'accueillez pas du tout la même population. Si vous faites que du pavillonnaire avec 3 chambres, vous allez avoir des familles avec des enfants, et donc vous avez des gamins dans les écoles. Si vous faites un bâtiment avec du F2, du F3, quelques F4 et pas de F5, vous avez très peu de familles et vous avez donc très peu d'enfants dans les écoles. Donc, tout ça pour vous dire que ce qu'il faut bien toujours avoir en tête, c'est que les choses ne sont pas faites n'importe comment, elles sont réfléchies pour avoir le temps d'anticiper les choses à l'avance. Alors, ça, voilà, sur la vue d'ensemble, c'est ça. Vous aurez remarqué une chose, c'est qu'on va profiter de ces programmes-là pour corriger un petit défaut qui est assez embêtant. Alors on peut le faire de ce côté-là, on ne peut pas le faire de l'autre côté malheureusement, qui est, vous voyez là où il y a la partie rouge, donc ce que j'ai appelé Chopin, la résidence Chopin, elle remplace le parking existant. En fait, elle ne le remplace pas, le parking va être simplement déplacé. On va mettre le parking
On ne le voit pas bien, là, parce que c'est des ordres de grandeur. Hein. Ne vous fiez pas au dessin, c'est des choses qui peuvent évoluer. Le parking se retrouvera ici, devant le château. En fait, on va rattraper la grande rue de façon à éviter cette espèce de S qui est excessivement problématique, en particulier pour les transports en commun et pour les bus. Alors ceux qui vont vers le cimetière, ils auront encore le S derrière, mais tous ceux qui partent vers Ouasserie, ça enlève quand même une grosse problématique de ce S à cet endroit-là. Vous aurez remarqué que ce qu'on appelle, pour certains, la maison de notaire, mais qu'en fait était un relais de poste, etc., la maison à colombage, qui est un petit peu un endroit remarquable à cet endroit-là, est préservée. Elle est préservée, elle va être réhabilitée par le promoteur et rendue à la commune pour en faire des bâtiments, en particulier, a priori pour l'instant ce qui est piloté, c'est que ça nous remplace le PAGE, le point accueil jeunesse, qui est dans des bâtiments vétustes, qui eux seront rasés puisqu'ils sont sur la partie jaune par la suite. Ok? Alors, on va juste vous montrer un petit peu des visuels concernant les différents bâtiments. Alors, regardez pas l'habillage, regardez uniquement la volumétrie du bâtiment, sur laquelle je vais vous donner quelques explications. Et puis, il y a des petites choses qui n'étaient pas, à l'époque où ça a été fait, qui n'étaient pas encore calées, que je vais vous faire corriger. Alors, vas-y, tu peux le mettre. Donc ça, c'est à la suite. Donc rappelez-vous, hein, les bâtiments bleu ciel, celui qui est devant, c'est là où il y avait l'agence immobilière AB en bleu. Hein, donc ça, c'est à cet endroit-là. Donc ça, c'est du bâtiment qui vient à la suite de R+2 plus comble et qui reprennent un étage en faisant du R+2 plus 2 attiques. Alors qu'est-ce qu'un attique? C'est un étage en retrait. Pourquoi on a imposé ça aux promoteurs? Parce que ça permet de ralentir l'effet immeuble et l'effet bloc du bâtiment qui n'est pas très joli. Donc ça permet, quand on est au pied, en fait, d'avoir une vision de 2 étages et quand on est très loin, d'avoir un bâtiment qui s'affine en montant vers le haut. Hein. Voilà, alors bon, après, il y a des loggias, des balcons, hein, c'est pas des grands blocs comme ça, c'est des choses qui sont travaillées différemment. Ça, c'est pas encore complètement calé, à savoir, mais pour votre information, vous voyez, comme ça, c'est du logement social. On a l'architecte des bâtiments de France qui donne son avis, parce que l'église n'est pas loin, et on a l'architecte de la préfecture qui donne son avis au bailleur social, puisque la préfecture valide ou non le fait que ce soit un logement social, et valide le fait ou non le bailleur social touche les aides d'État pour construire et que ce soit du logement social. Donc en fait, pour être très clair, l'architecte du promoteur, il arrive avec son projet et il repart avec un autre projet. Parce que les deux disent, on veut ci, nous on veut ça. C'est des choses qui sont intelligentes. Hein. Par exemple, l'architecte, maintenant je commence à bien le connaître et à bien travailler avec lui, mais l'architecte de la préfecture fait attention à l'exposition du bâtiment, à la transversalité, aux différentes ouvertures pour la luminosité, l'éclairage et le chauffage, parce que c'est des bâtiments qui vont être en RT 2012 pour certains et en RE 2020 pour les autres, etc. Donc il y a tout un tas de contraintes. Les balcons, c'est une obligation parce que maintenant tous les logements doivent avoir un extérieur. L'architecte de la préfecture vous dit ça, et puis l'architecte des bâtiments de France vous dit oh non, pas de balcon parce que ça a visu sur l'église. D'accord, les gars, on fait comment? Expliquez-nous. Donc ils finissent toujours par s'arranger, et voilà. Et les choses sortent comme ça. Donc ça, c'est la vision que l'on a, on peut mettre la suivante, voilà, de la volumétrie de Alfred de Musset, qui est pile poil au milieu. On continue et on bascule sur Chopin. Alors, vas-y, mets-le. Là, on est alors, on a laissé la rue comme elle existait aujourd'hui, mais vous avez bien compris que le parking qui était là va se mettre là où il y a la voiture bleue et la voiture rouge, et que la nouvelle rue passera devant, là où il y a la petite voiture rouge, le Steam Mini, là, qui traverse pour récupérer tout droit la rue qui va derrière, qui passe derrière la mairie. Là, on est sur une volumétrie pareille, R+2 plus 2 attiques, parce que c'est la partie culminante, c'est la partie la plus haute. On est parti de Pavillon avant la rue de Maisonneuve. On a grimpé tranquillement, on est arrivé à la hauteur. Ici, on est au point culminant et on va redescendre de l'autre côté. Vous allez voir que la résidence Le Hameau derrière redescend à des tailles de pavillon normales, puisqu'à côté, il y a des pavillons pour retrouver un équilibre dans la volumétrie des bâtiments et pas faire quelque chose qui soit complètement n'importe comment. Donc
Ça, c'est la vue qu'on voit en remontant la rue du Capitaine Loridan, d'accord? Vous voyez, là, la volumétrie haute n'est pas bonne, mais la volumétrie du bâtiment ne l'est pas, puisqu'on est sur R plus 3 plus 1 attique, et c'est R plus 2 plus 2 attique. Voilà, donc c'est juste des projections 3D pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut être, mais ne prenez pas ça en comptant, ce ne sera pas exactement ça. Ok, on va continuer. Donc on redescend, on arrive dans la rue du Capitaine Loridan. Donc là où il y a la verdure, c'est là où il y a le monument aux morts, d'accord? La résidence Chopin, elle est en bas. Et ça, c'est la rue du Capitaine Loridan qui part vers le rond-point des anciens combattants, qui mène à Ouesterie. Donc vous voyez bien qu'on a derrière concentré les maisons sur le fond, puisque de toute façon il y a du parking, et là à cet endroit-là il n'était pas question de faire du parking souterrain, alors que sur Chopin c'est du parking souterrain. Hein. Et donc on retrouve une volumétrie de pavillons. On vous a mis les pavillons existants à côté, entre autres le plus gros, celui qui va être à côté du parking là, et vous voyez que on retombe sur une volumétrie de bâtiments. C'est pas des immeubles à cet endroit-là, ce sont des petites maisons R plus 1 simplement. Alors ce sera des appartements, mais en fait c'est des maisons, vous savez, vous avez 4 ou 5 appartements dedans, et ça se construit comme ça. Voilà. Donc permis de construire, c'est R plus 2, monsieur. Je ne vous ai pas donné la parole. Vous poserez des questions tout à l'heure en fin de truc, et en fin d'exposé, et entre ce qu'il y a sur le permis de construire et ce qui, voilà, vous verrez bien. Pour l'instant, il n'y a rien de délivré. Donc, soyez gentils de vous taire, s'il vous plaît, sinon je vous fais sortir. Merci beaucoup. Alors, on va continuer.